Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va laisser le temps au dernier de s'installer et on va essayer de commencer. On a déjà pris un petit peu de retard, donc on va essayer de ne pas accumuler le retard de façon à être le plus près possible du timing prévu. Alors, en attendant que les derniers s'installent, on va commencer par le moment nécessaire aussi des remerciements. Donc, on va commencer d'abord par remercier les deux filles chevilles ouvrières de l'organisation de ces conventions. Je parle naturellement de Monique et d'Hélène, qui sont investies à 100% dans la réalisation de ces conventions depuis plusieurs années maintenant. Les permanents de nos fédérations qui y contribuent aussi largement, et les commissions sociales et Thomas notamment pour la commission à la Chambre. Alors, ils ne nous entendent pas, peut-être qu'il y en a dans la salle, ils feront le report ou vous le reporterez. Un grand merci aussi aux exposants, parce que on le dit chaque année, mais c'est toujours utile de le préciser, que sans eux, c'est difficile de faire des conventions comme celle-ci. Donc merci à eux qui, cette année, sont encore plus nombreux. Donc c'est avec des surfaces plus importantes. Ça fait plaisir et ça montre aussi l'intérêt qu'ils ont pour nous et pour cette convention. Et merci à vous aussi d'être là, parce que notamment, ça a été un petit peu compliqué. Alors, c'est une nouvelle infrastructure. C'est la première fois qu'on vient ici à Villepinte. C'est joli, c'est chouette, c'est grand. Et c'est des fois un petit peu compliqué au niveau des accès, notamment quand certains ont décidé de faire une journée de grève pour compliquer encore un petit peu l'accès à Villepinte aujourd'hui. Malgré ça, vous étiez plus de 1100 et quelques inscrits sur le site internet à la date d'hier. Donc, je pense qu'on a tous les ingrédients pour pouvoir réussir une jolie et une belle convention. Si on fait rapidement un petit retour, les conventions, ça sert un petit peu à faire le bilan de l'année précédente. Donc, si on fait un petit retour rapide sur l'année 2022, je dirais que 2022, c'est l'année des promesses tenues. Dans le sens où, que ce soit au niveau économique, puisque les aides qui nous avaient été promises ont été mises en place avec les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3, voilà. Donc les aides exceptionnelles, ça a bien fonctionné. L'attractivité, mais ça on en reparlera sans doute encore. Mais surtout la réforme de l'UPH, puisque ça y est, elle est enfin sortie. Lors de notre dernière convention, le ministre et le président s'étaient engagés à la faire avant l'automne. Ils ont tenu parole. Et on est maintenant donc, dans la phase de déploiement de cette réforme. Mais il y a aussi toutes les autres parties, notamment la réforme du DEA, les gestes ambulanciers. Autant de textes qui nous a été promis et qui sont publiés et qui sont maintenant en application. Donc, on peut déjà quand même, c'est un satisfecit pour nous en tout cas, et pour tous ceux qui ont travaillé. Sur de nombreux mois, mais des nuits aussi, ça nous est arrivé de temps en temps de faire quelques nuits blanches sur tous ces projets, tous ces dossiers. Et de ce côté-là, c'est quand même déjà une belle avancée pour notre profession et une belle réussite. Donc voilà un petit peu déjà les premiers points concernant cette année 2022. Alors, ce qui est clair, c'est que ça a contribué. Ça a contribué à asseoir la reconnaissance des ambulanciers comme professionnels de santé, comme acteurs de soins. Là-dessus, ça a quand même bien poussé, les mentalités ont commencé à bien évoluer.
Et petit à petit, il y a une perception de notre métier qui est en train de changer et une nouvelle perception qui est en train de se mettre en place. Alors pour autant, c'est sûr, hein, tout n'est pas abouti, le travail n'est pas terminé. Et à la limite, serait-il terminé qu'il y a d'autres dossiers qui sont maintenant ouverts et il y a d'autres défis qui s'imposent aussi à nous et à nos entreprises, ne serait-ce que pour le citer, l'emploi et l'attractivité, puisque vous le savez, c'est 15 000 postes à l'heure actuelle que nous cherchons à remplir et pour lesquels nous sommes en grande difficulté. Donc tout ça, autant de nouveaux défis qu'il va nous falloir gérer, appréhender et dont on pourra parler pendant cette convention. 2022, c'était aussi l'année où, et on en a profité pour un travail commun, de publier un livre blanc. Donc 39 mesures, 5 items principaux. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, là aussi, hein, on en reparlera, mais un argumentaire et une somme de propositions intéressantes que vous pouvez utiliser sur vos territoires pour discuter avec vos interlocuteurs des administrations ou des ARS, préfectures et compagnie. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces outils-là. Nous, de notre côté, on a fait beaucoup de démarches, mais pour le faire connaître, c'est un outil important et qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Donc 39 mesures, il y a 2 aspects de voir les choses. C'est beaucoup. D'un autre côté, vous devez tous pouvoir trouver votre bonheur dedans, normalement. Donc surtout, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est un peu le petit bilan rapide sur l'année 2022. Maintenant, cette convention, il va falloir aussi voir les problématiques qui se posent, voir les choses en face. Il va falloir qu'on parle du présent, de nos entreprises, notre futur proche, notre futur un peu plus lointain. C'est le but aussi de cette convention, d'essayer de prévoir un petit peu l'avenir et comment on peut l'envisager. Il va falloir qu'on détermine nos forces et nos faiblesses. Qu'on se regarde peut-être en face aussi, et puis qu'on essaie de voir comment on peut projeter tout ça. Voilà, donc, alors, petit rappel technique aussi, hein. N'oubliez pas que nous sommes en pleine 8e vague de notre ami Covid, donc même si c'est moins contraignant, j'invite tout le monde à rester toujours attentif par rapport à ça. Voilà, merci à vous. Je passe la parole à Thierry qui va vous expliquer un petit peu plus le contenu de cette convention et peut-être rajouter d'autres choses. Oui, merci Dominique, merci à vous de nous avoir rejoints pour cette 3e convention commune et merci Dominique pour cette présentation du travail que nous avons réalisé ensemble sur cette année 2021-2022, mais aussi, et ce qui est le plus important, parce que 2022 est derrière nous, c'est maintenant de savoir ce qui se passera sur 2023, 2024, 2025, car nos entreprises ont besoin de visibilité, d'une ligne conductrice, et aujourd'hui, je ne me cache pas que la visibilité est un peu dans la brume. À nous d'être ce moteur et de le pousser. Et ça va être aussi l'occasion de ces 2 journées pour se préparer à cela. Et nous avons décidé avec Dominique, bien sûr, et que je dis Dominique, c'est les équipes de la FNMS et de la Chambre syndicale qui ont œuvré pour cette journée, ces 2 journées, mais qui œuvrent au quotidien sur notre avenir. Et je me souviens d'une phrase que j'avais dite à Clermont-Ferrand, où je disais, certains voyaient des pierres pour faire des murs, et nous, on fait des ponts. Et on a montré que sur l'année 2022, ces ponts se mettent en place, et à nous de les consolider. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, nous avons souhaité scinder nos journées en des journées techniques et des journées de politique et d'organisation. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie sociale tout de suite avec la pôle formation. Je tenais à remercier tous les intervenants qui ont fait plus que l'effort, parce que pour venir à Villepinte le jour de grève, c'est un peu la panique. Donc ce matin, on va parler de cela. Après-midi, on ne sera que sur la technique, cet après-midi, de la mise en place de l'urgence hospitalière. On n'abordera pas le problème financier, ou peut-être un peu effleuré, mais les problèmes financiers, ça sera demain matin avec l'assurance maladie sur l'avenant 10 et tout ce qui peut en découler. On aura un large débat. Et puis peut-être le moment le plus important, ça sera demain après-midi avec
Marguerite Cazeneuve de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec Frédéric Brizard, qui est un économiste de la santé, Dominique et moi, sur la perspective et sur comment nous voyons le métier, comment on pourrait être peut-être descriptif par rapport à tout ce que nous connaissons. Mais bien évidemment, si j'ai cité ces quatre-là, je laisse la vedette à notre ministre qui ne pourra pas être avec nous physiquement, mais il nous a envoyé une visio que on présentera dans demain après-midi sur un peu ces lignes-là, en espérant que ces propos soient un peu encourageants pour notre profession. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire, et peut-être juste un rappel, parce que tu as exprimé tout le travail que nous avons fait, tu as exprimé les aides que nous avons eues, 1, 2, 3, mais ces aides-là que nous avons obtenues sur l'année 2021 et 2022, c'est quand même plus de 265 millions d'euros qui ont été distribués et apportés à la profession. 265 millions d'euros. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ça a été très mal marketé, parce qu'on recevait de l'argent sur nos comptes sans savoir de quoi il s'agissait. Donc il y a un travail qui doit être fait là-dessus pour l'exprimer, mais l'important, c'était d'avoir ces moyens pour y arriver. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça sera mon mot de conclusion, on a pu construire tout cela parce qu'avec le gouvernement précédent, nous avions su créer un climat de confiance et de respect des engagements. En espérant que le prochain gouvernement tienne les mêmes engagements, on sera assez serein sur notre avenir. Je vous souhaite à tous une très belle convention, et puis on va appeler Dominique ensemble. Les premiers intervenants, mais peut-être surtout l'animateur, celui à qui on a confié l'animation de cette convention, c'est Régis de Closet. Je vous demande d'applaudir. Voilà. Alors, Régis, on va te passer la main, on va te laisser te présenter. Je pense que tu n'as pas besoin de nous pour ça. Non. Et ensuite, on va te confier donc, les débats de cette convention pour ces 2 jours. Vous me donnez les clés de la voiture. Merci beaucoup, merci à vous deux. On peut les applaudir aussi fort, hein. Donc, je suis le journaliste qui vous accompagnait tout au long de ces 2 jours. Je ne vais pas rajouter beaucoup d'éléments sur ce qui a été dit. Juste préciser qu'en effet, on va essayer de tracer les contours et les voies de cette ère nouvelle, de voir comment les réformes en cours, on va parler du DEA, on va parler de l'UPH, on va parler des accords sociaux, on va parler des négociations en cours, peuvent servir de levier à la fois pour faire évoluer le métier et aussi pour répondre à cette rentrée 22 marquée par l'inflation, marquée par les pénuries de postes. On va en parler ensemble. Et on va tout de suite, on va commencer cette matinée en parlant des problématiques d'attractivité que vous vivez au quotidien, bien évidemment. Comment est-ce que la réforme des cursus, comment les accords sociaux permettent d'attirer et de fidéliser les personnels qui manquent aujourd'hui cruellement. On va en parler. Je vous remercie tous les deux. Je vous laisse rejoindre l'assistance et on va tout de suite commencer en appelant nos premiers invités qui vont nous rejoindre. Il y en a 2 qui sont avec nous et le 3e qui est connecté. Connecté à distance, nous avons normalement Philippe Dole qui vont nous rejoindre sous vos applaudissements nourris et matinaux. Gilles Monnier et Pierre-Yves Van Stavel, ils sont avec nous. Alors les marches sont un peu traîtres, hein, il faut un peu compliqué. Et on va voir si Philippe Dole réussit. Où on se met là. On est en trois chaises. Et on va parler ensemble justement, essayer de mieux comprendre ce choc d'attractivité qui frappe l'ensemble du secteur, des personnels de plus en plus difficiles à trouver, à fidéliser. Et le quotidien, c'est des plannings qui se tendent, c'est des voitures à l'arrêt, c'est des rythmes de travail qui sont vite surchargés pour combler les manques de postes. On a avec nous donc Pierre-Yves, secrétaire national de la Chambre, tête d'une entreprise bien connue dans l'Oise, Crayon Ambulance, et puis Gilles Monnier, qui s'occupe de la commission sociale de la Fédération, tête de la 13. Et vous avez tous les deux, et vous vivez tous les deux cette pénurie de postes au quotidien, dans vos réalités de tous les jours. Et on a avec nous normalement connecté Philippe Dole, qui est inspecteur honoraire de l'IGAS. Est-ce qu'il est avec nous, Philippe Dole ? Non, il n'est pas encore avec nous. Alors, 5 minutes, il est là dans 5 minutes. Bah, je vais le présenter, comme ça, quand il nous rejoindra, vous saurez
de qui il s'agit. Il connaît bien le secteur du transport en tant qu'inspecteur, parce qu'il a accompagné pas mal de dossiers sur le sujet, et il a été missionné par Elisabeth Borne, qui à l'époque était encore ministre du Travail, pour faire une mission sur 5 secteurs particulièrement en tension en matière de pénurie de postes, dont le secteur des transports, mission dont il va nous parler, dont est sortie une charte de compétences qui a été signée par les grands acteurs, et il y aura un bilan global sur lequel il travaille pour les mois prochains. Il va nous en parler. Je voudrais qu'on commence en essayant de dresser un peu le constat de cette pénurie de postes forte, soudaine aussi, qui arrive. Pierre-Yves, quel constat est-ce que vous faites de cette pénurie et quelles explications vous lui donnez ? Déjà, bonjour à tous. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit si soudaine que ça, la crise qu'on connaît. Je pense qu'il faut découper en 3 temps. On a eu l'avant-Covid, le Covid et l'après-Covid. Si je reprends l'avant-Covid, grosso modo, on n'avait pas trop de soucis. On avait un turnover qui existait, on n'avait pas de difficulté à recruter du personnel parce que le personnel était là, malgré des grosses contraintes en termes de temps de travail. Mais ces contraintes étaient rémunérées parce que les salariés faisaient beaucoup d'heures supplémentaires, faisaient des plus gros salaires grâce aux heures supplémentaires. Donc, concrètement, on n'avait pas de difficulté. Malgré tout, on a toujours une politique de bas salaire. C'est-à-dire que quand on prend notre premier poste de dépense qui est la masse salariale, bien évidemment, dans les négociations avec les partenaires sociaux, on était toujours à minima, et dans les contraintes en plus qu'on connaît avec l'assurance maladie. Donc, ça fonctionnait à peu près, mais on avait quand même déjà des gens qui changeaient de métier ou qui ne voulaient pas forcément continuer dans le métier du transport sanitaire, mais ça allait. Ensuite est arrivé le Covid. Et là, le Covid, on s'est retrouvé avec des ambulanciers en première ligne, avec un virus qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, un manque de matériel, certainement des gens qui ont eu peur. Et un autre phénomène aussi qu'on a perçu peut-être un petit peu plus tard, c'est la fermeture des centres de formation pour les ambulanciers. Donc on a eu pendant quasiment 1 an des ambulanciers qui n'ont pas été formés. Et on a continué à avoir ce turnover. Mais malgré tout, ce turnover n'était plus compensé par l'arrivée d'ambulanciers qui sortaient des centres de formation. Et j'ai oublié aussi un truc, c'est l'obligation vaccinale aussi qui est arrivée. Et avec certains ambulanciers qui ont refusé de se faire vacciner et qui ont été mis à l'arrêt dans nos entreprises. Et ensuite, il y a eu l'après-Covid. Et l'après-Covid, il y a eu un changement de mentalité des gens, mais ce n'est pas que des ambulanciers, c'est les gens de façon globale, où les gens forcément ne voulaient plus travailler, voulaient plus de temps libre. Tous les secteurs ont été impactés, et là on s'est retrouvé avec des secteurs qui faisaient des propositions aux gens de venir travailler chez eux pour continuer d'avoir une activité en proposant des salaires assez attractifs, diminuer les conditions de travail, c'est-à-dire avec l'arrêt du week-end, des nuits dans certains domaines d'activité. Et fatalement, les gens ont voulu avoir une vie meilleure, une vie plus sereine, et ont continué à quitter nos entreprises. Et c'est là où ça pose problématique chez nous, c'est que nous, on a de la contrainte, on a du travail de nuit, de samedi, dimanche et jours fériés, on a toujours nos salaires qui sont très proches du SMIC, et donc fatalement, les gens ne veulent plus forcément faire ambulancier et subir la contrainte en ayant des bas salaires. Et je reprendrai juste une expression de notre président l'autre jour qui m'a fait sourire, on est quand même un métier qui sauvons des vies pour le SMIC. C'est dit. Et il y a un problème d'attractivité, un problème de fidélisation aussi. Gilles Monnier, comment est-ce que vous partagez ce constat et quand et comment est apparue cette pénurie de postes ? Je le partage intégralement. J'aurais pas dit mieux que Pierre-Yves. On travaille régulièrement ensemble, donc les constats, on les partage de manière périodique. Je dresserai un bilan dans nos entreprises, dans celle dont je m'occupe, de manière transversale ou plus en direct. 5% de postes vacants dans l'une, 10% dans l'autre. Des personnes qui sont formées par l'entreprise, dans le cadre de l'alternance ou dans le cadre de la PROA, apprentissage et autres, et des gens qui ne restent pas. Difficile à attirer et difficile à garder. Donc la difficulté, elle est là. Effectivement, elle est à la fois dans la difficulté d'attirer, donc l'attractivité dans ces termes-là, mais aussi dans la fidélisation. Et la fidélisation, mais aussi, et donc ça veut dire qu'on a du mal à la fois à attirer pour les raisons qui ont été évoquées par Pierre-Yves, on a des contraintes, on y reviendra, on ne rémunère pas
foncièrement bien les gens, on peut se le dire, même si c'est pas nécessairement on a peu de capacité à faire, il faut bien se le dire aussi, on y reviendra, j'imagine. Donc les gens ne restent pas et on est en difficulté pour leur proposer des perspectives. Peu d'offres de formation, peu d'offres d'évolution, peu d'évolution dans la filière métier, peu d'évolution transversale ou en tout cas mal connue, mal organisée, en dépit de ce qui s'est passé avec le DEA et les passerelles. Et donc on fait le constat que dans la pratique, on est face à des difficultés dont je considère qu'effectivement elles sont devenues structurelles et elles ne sont pas conjoncturelles. Donc notre obligation, c'est aujourd'hui de déterminer une feuille de route et de poser les questions dans leur ensemble au niveau avec les autorités publiques et puis évidemment avec les partenaires sociaux, parce qu'à un moment donné, il faudra nécessairement passer avec eux. Ce que je me disais quand même, c'est que l'année dernière, à la même époque, on était autour de cette table, on était je sais plus, à Chalon, je crois, à Clermont, pardon, et on faisait le même constat déjà. Et les choses n'ont fait que s'aggraver. Et pourtant, on n'a pas été inactifs. Là encore, on y reviendra avec les accords sociaux. Donc on voit bien que la difficulté, elle est face à nous et elle est importante et qu'elle ne se résoudra pas facilement. Il y a également un autre élément qui fait que c'est très compliqué, c'est qu'on subit un absentéisme important et donc on a des postes vacants, on a des gens qui ne sont pas fidèles et on a des gens qui ne sont pas là. Et donc quand on mélange tout ça, ça fait une recette extrêmement explosive. Et l'absentéisme abusif, évidemment, parce qu'on ne parle pas d'absentéisme justifié, là, on parle d'absentéisme abusif de gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. J'ai pas eu mes congés, j'ai pas eu ma journée du lendemain, j'ai pas fini à l'heure, le régulateur m'a mal parlé, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, il pèse énormément sur l'entreprise dans sa capacité organisationnelle, mais il pèse aussi sur les gens qui travaillent avec nous. Parce que les gens qui travaillent avec nous, ils voient ça, ils sont au courant, ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils savent très bien que les gens ne sont pas malades, ne sont pas vraiment en AT, etc. Et ce système-là, il est pervers, c'est un cercle vicieux, parce que ces gens-là qui sont, en général, qui sont là, ils sont impliqués, ils sont volontaires, ils sont engagés, ils ont la vocation, pour reprendre un terme qui est peut-être un peu fort, mais au moins, en tout cas, ils sont très engagés, et ils se disent finalement, mais, pardon pour l'expression, elle n'est pas belle, mais le bip de l'histoire, c'est qui ? Je travaille beaucoup, je travaille encore plus dans des conditions qui se dégradent parce que nécessairement, il faut faire les missions, les journées s'allongent, je mange dans des conditions X, Y et Z, ma rémunération s'en ressent pas nécessairement ou ce sont des heures supplémentaires, mais finalement, j'ai le fruit de mon travail. Donc ma valorisation, elle est où ? Et dans les faits, on voit bien que ça nous mène là où on est rendu aujourd'hui, à savoir des difficultés très importantes. Tous les collègues avec lesquels on peut parler, quel que soit le sujet qu'on aborde, nous amènent implacablement à parler d'attractivité, de difficultés avec le personnel. Et donc, c'est notre sujet de l'année. Il faut absolument qu'on trouve des solutions d'une manière ou d'une autre. Alors, les solutions, les pistes, on va essayer un peu d'en ouvrir certaines. On en discutera bien évidemment avec vous dans la salle. Elles sont, si on peut le dire, de deux niveaux. Il y a les leviers de barrières réglementaires, d'accès à l'information, et c'est présent dans le livre blanc, qui reviennent de manière forte, qui sont posées notamment par la mission de Philippe Dole, qui doit être connecté avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous, Philippe Dole ? Alors, on n'a pas le son, mais on a l'image, donc on progresse. Alors, si vous pouvez continuer à parler, on va essayer de... Est-ce que vous pouvez... Peut-être qu'il faut que vous ouvriez un micro sur votre téléphone ou ordinateur. Non, toujours pas. Mais on ne renonce pas. Toujours pas. Alors, peut-être que là, est-ce que vous pouvez nous reparler ? Il ne nous entend plus. On a changé. La technique est toujours un peu compliquée. Est-ce qu'on va essayer une nouvelle fois, tout de même avec Philippe Dole. Est-ce que vous nous entendez ? Là, il ne nous entend plus et l'image est figée. Donc là, on a tout perdu. On va essayer de vous récupérer. Vous nous faites un signe Cap Canaveral en technique quand on récupère Philippe Dole. Ouais. Et on verra en fonction. Il y a des leviers qui sont à deux niveaux, je le dis, au niveau un peu réglementaire, c'est l'accès au métier, c'est présenté dans le livre blanc, et Philippe Dole a mené une mission autour de 5 secteurs. Oui, vous êtes avec nous ? Ah, la salle vous entend et on vous applaudit.
C'est pas mal ça. Bon, merci, parce que vous savez, je vais vous expliquer, je suis à la gare TGV de Valence, j'habite en Savoie, comme vous savez, et je suis arrivé, le parking était fermé, parce que j'étais pas à la bonne heure. Voilà, donc ça fait partie des aléas, mais là je me suis reconnecté, et je suis heureux de savoir. On va essayer de maintenir la connexion. Peut-être un mot, je disais, vous avez conduit cette mission, on va en parler hein, dans le secteur des transports et notamment du transport sanitaire, monde que vous connaissez bien d'ailleurs, pour essayer de voir quel levier et comment est-ce qu'on peut résoudre un peu ces problèmes d'attractivité. Quel frein vous avez vu particulièrement marqué dans le transport sanitaire qui font que l'attractivité y est aujourd'hui particulièrement difficile, particulièrement complexe et spécifique par rapport aux autres secteurs que vous avez vus? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais parler doucement parce qu'il y a un écho. Il faut souligner que nous sommes dans un secteur qui est concurrentiel. On perd beaucoup la connexion. Est-ce que peut-être que vous pouvez couper l'image, Philippe Dole? Normalement, ça marchait. En fait, si vous vous avancez pas trop, ça marche. Il faudrait couper. Est-ce que vous pouvez couper l'image?
La gare TGV de Valence, on a perdu le contact. Allô, gare TGV de Valence? On va essayer de retrouver Philippe Dole. Un mot peut-être sur... Parce que une des dimensions importantes de la mission, c'est qu'il a essayé il a travaillé à partir de la branche, avec un vrai diagnostic partagé avec les différents partenaires sociaux, et il a mobilisé beaucoup de pouvoirs publics. Il a fait venir le ministère de l'Éducation, il a fait venir l'ANACT, il avait fait venir beaucoup d'associations autour de l'emploi, Cap Emploi sont venus pour réfléchir. Pierre-Yves, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'a apporté cette mission Dole par rapport à la manière dont vous perceviez les enjeux d'attractivité à travers ce qu'il dit? Il dit aller plus vers aussi ces pouvoirs publics, aller plus vers Pôle emploi, aller plus vers Cap emploi, aller plus vers les missions. En fait, ce qu'il nous a apporté, c'est, il faut se le dire, hein, on est une petite branche, le secteur sanitaire. On est petit dans le transport, parce que c'est notre convention collective, mais on est petit aussi au niveau de la santé. Donc on est une petite branche, et donc bien souvent, on est obligé, comme les petits chiens, on est obligé d'aboyer pour qu'on nous écoute et qu'on nous entende. Et c'est un petit peu ce que nous a apporté Philippe Dole, c'est que, il a une expertise, il a une carte de visite, et il a réussi à fédérer l'ensemble des secteurs de la branche et de les amener en discussion avec des partenaires dont on n'avait même pas connaissance. Voilà, donc je vous prends en exemple la GFIP, l'ANACT pour l'amélioration des conditions de travail, Pôle emploi, l'éducation nationale. Et l'avantage qu'on a eu avec Philippe Dole, c'est qu'il nous a écoutés, il a compris nos problématiques, il a compris aussi la position de l'ambulancier dans les enjeux de santé de demain, et donc il a essayé de pousser les portes pour qu'on puisse être entendu et qu'on puisse avancer un certain nombre de dossiers. Donc pour ça nous a été bénéfique, il nous a vraiment permis de nous ouvrir aux autres, à organiser des réunions avec l'ANACT pour voir comment on pouvait améliorer nos conditions de travail dans les entreprises, comment on pouvait recréer de l'attractivité, avec l'éducation nationale pour avoir un vrai parcours professionnel. Voilà, tout ça, c'est Philippe Dole. Alors, même si on n'avait pas forcément attendu parce qu'on avait fait les dossiers, mais systématiquement, quand vous arrivez à l'éducation nationale, vous avez porte close. Voilà, donc lui, il a réussi à enfoncer les portes. Alors on y reviendra, mais quand on parlait de l'ambulancier acteur du soin, quand on parle de réforme UPH, on a l'intégration à l'intérieur de la possibilité pour l'ambulancier de faire des actes de télémédecine. Philippe Dole a fortement poussé derrière pour qu'on puisse être reconnu comme véritable acteur de soins pour pouvoir faire tous ces gestes-là. Il travaille également pour nous aider à rentrer dans le CARE, dans toutes ces choses-là. Branche. Exactement. Et effectivement, il est beaucoup plus entendu par des acteurs qu'on ne connaît pas que nous. Gilles Meunier, il est, je dirais, quand j'ai discuté avec lui, il a presque des punchlines. Il dit, un chauffeur de car, c'est 18 ans, un chauffeur d'ambulance, c'est 21. Pourquoi c'est comme ça? Un DEA, c'est un niveau CAP. Dans tous les autres pays, c'est un niveau bac. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est des niveaux bac. Il apporte des notions assez fortes. Il va au-devant d'un certain nombre d'acteurs publics pour vous donner de la visibilité. Vous qui, depuis des années, tout de même demandez à ce que l'accès réglementaire soit assoupli, les 3 ans de permis, DEA, etc., est-ce que ça vous conduit aussi à repenser peut-être la manière dont vos organisations peuvent aller au front de ces revendications pour essayer de faire un peu sauter ces leviers réglementaires qui aujourd'hui bloquent et étouffent, embolisent même? Je crois que ça passe d'abord par un message commun et une démarche commune des fédérations. On le voit bien avec le rapprochement de la Chambre syndicale et de la FNMS. On travaille différemment et il faut qu'on arrive encore à conforter cette démarche-là parce que quand on arrive en ordre dispersé, c'est très compliqué de se faire entendre, on n'est pas audible. Donc ça fait un moment qu'on prône un certain nombre d'entre nous pour ce rapprochement qui n'empêche pas que les fédérations sont autonomes, ce sont 2 choses distinctes, mais on voit bien que c'est fondamental. Et l'éclatement professionnel des fédérations au niveau de la branche sanitaire n'a jamais œuvré dans un sens positif de ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, il a mis en lumière un certain nombre d'interlocuteurs avec lesquels il faut qu'on travaille beaucoup plus qu'hier.
Ça passe aussi, Pierre-Yves l'a dit, par la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe par des actions auprès des politiques, en faisant valoir ce que c'est que la profession, en faisant passer nos messages. Ça passe par des relations avec Pôle emploi. Ça passe à être reconnu, à être présent, à être invité, à participer à la conférence des acteurs de la santé, par exemple, parce qu'il va se faire des choses, il va se dire des choses. Et si on n'y est pas, il est clair qu'en tout état de cause, par nature, on en sera exclu. Et c'est un moment à ne pas rater, hein, sans doute. Donc là, on a travaillé pour ça. Vous évoquez le permis à 18 ans. Effectivement, les voyageurs l'ont obtenu de haute lutte. Ça a pris du temps. On a l'exemple des voyageurs maintenant et on imagine mal pourquoi on pourrait conduire un car à 18 ans et pas une ambulance. Les responsabilités ne sont pas les mêmes, mais de fait, le gabarit du véhicule n'est pas le même. Donc, l'intégrer dans un module de formation en alternance, on sait très bien que c'est très inclusif. Le permis de conduire, ça a encore été, il y a encore une enquête récente qui le montre à part entière. On ne peut pas passer par le CPF à cause des 3 ans, ça ne sert à rien. Ces 3 ans de permis intégrés dans l'alternance, c'est un job à la clé pour des jeunes, c'est pouvoir faire de la promotion du métier dans les écoles, auprès des collégiens, auprès des lycéens, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les écoles auprès des collégiens et des lycéens, et vous dites que le métier d'ambulancier, c'est ci, c'est ça, et en fait, vous parlez à des gens qui, de fait, ne pourront pas y accéder avant des années, donc vous êtes là encore, vous n'êtes pas audible. Pôle emploi, on l'a tous lu récemment, s'apprête à créer un vivier de demandeurs d'emploi pour voir des postes dans des métiers en tension. Les transports routiers y sont. On voit le métier de conducteur routier. Je n'ai pas cru comprendre en lisant ce qui était dit qu'il s'agissait de la branche dans son ensemble. Il faut qu'on soit très agissant sur le sujet parce que on en a besoin et on voit bien qu'avec la capacité à intégrer des gens avec un auxiliaire ambulancier, voire même un PSC1 aujourd'hui, eh bien, on peut mettre des gens au travail, pardon pour l'expression, mais de façon extrêmement rapide et proposer des postes à des gens. Et derrière, vous avez raison, il faut proposer un trajet professionnel. Donc, c'est détecter des gens qui ont des compétences, c'est avoir des postes intermédiaires dans les entreprises qui permettent de confier des responsabilités et donner des perspectives. Dans ce projet de Pôle emploi, il y a également un accompagnement des entreprises et des PME jusqu'à 250 salariés qui prévoit des aides à développer la marque employeur, des choses comme ça. Or, aujourd'hui, on est très peu visible. Le métier est très mal connu finalement. Quand vous discutez avec des gens, on l'a fait récemment avec un de mes collègues, on vous demande encore si vous êtes transporteur. Vous êtes conducteur encore dans l'esprit des gens. Et ça, il faut que ça change. Et ça changera par la promotion du métier. Et la promotion du métier, M. Doll l'a pointé, c'est des campagnes de promotion, c'est de la communication, ce sont toucher les gens à travers les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux. On le fait, mais là encore, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça qui fera qu'on sera audible sur ce sujet. Alors, je relais un peu les échanges que j'avais eus avec Philippe Doll, vu qu'on ne l'a pas plus en ligne avec nous. Et je lui avais dit, mais comment ça avance avec les tutelles sur ces enjeux-là? Il m'a dit, ministère, c'est encore compliqué parce que vous n'êtes pas encore très visible, ils ne comprennent pas encore très bien où vous êtes. Il dit, avec la CNAM, il commence à entendre ces histoires d'accès au métier et qu'il faut bouger un peu là-dessus. Ça, je dirais... C'est un premier niveau, c'est le niveau macro. C'est comment, on rend le métier plus attractif et comment on agit au niveau politique. Mais après, il y a chaque entreprise qui doit aussi avancer de son côté pour attirer des personnes qui quittent le métier, qui quittent le secteur, qui ne restent pas longtemps, etc. Et ça, c'est l'autre enjeu. C'est comment chacun peut agir là-dessus à son niveau. Gilles Meunier, je voulais en parler avec vous parce que... Il est reparti. Peut-être qu'il reviendra. Gilles Meunier, je voulais en parler d'un mot avec vous de ces questions-là et de voir justement comment est-ce que les conditions de travail aujourd'hui sont un enjeu à la fois très important de fidélisation et sur lesquels il devient vraiment nécessaire d'agir. Vous parlez d'un triptyque infernal qu'il faut endiguer. On a évoqué ça ensemble, je ne l'ai pas inventé. J'ai lu une enquête de la DARES qui est assez récente et qui fait apparaître qu'il y a un lien évident. Ce que je vais dire là, ça paraît à peu près évident pour tout le monde. Il y a un lien évident entre des conditions de travail difficiles et une attractivité en berne. Ça paraît tellement évident qu'il fallait songer à le dire et peut-être mener une étude là-dessus. Et il y a ce corollaire qui ressort. Et les conditions de travail dites difficiles, ce sont des conditions de travail sur le plan organisationnel ou temporel qui sont difficiles. Donc c'est du travail de nuit, du travail de week-end, du travail imprévisible,
on est en plein dedans, il faut bien se le dire. C'est des conditions de travail au plan physique qui peuvent être difficiles et on fait des manipulations. On porte des gens, on les porte en chaise portoir, on gravit des escaliers. Et donc, il y a cette difficulté-là aussi. On l'a subie, mais elle est là et elle est inhérente à notre métier. On a beau mécaniser un certain nombre de choses, c'est quand même là. Donc, dans les faits, ça nuit à l'attractivité au sens recrutement, mais ça nuit aussi à la fidélisation et ça nuit à la capacité de proposer aux gens des évolutions dans le temps par rapport à leur avancée dans l'âge. Parce que quand vous portez à 60 ans une chaise portoire dans un escalier, puis quelqu'un de 100 kilos, on peut se le dire comme on veut, c'est quand même un sujet. Et vous dites qu'il y a un troisième point important, c'est la charge mentale. La charge mentale, oui, les contraintes psychologiques, avec des responsabilités, ça a été dit tout à l'heure par les présidents, ça a été rappelé par Pierre-Yves, on transporte des vies. Donc, de fait, il y a une charge mentale de ce point de vue-là pour des gens qui sont impliqués. On parle toujours des gens qui sont impliqués, je ne parle pas des autres, les autres ne m'intéressent pas beaucoup. Eh bien, ces gens-là, ils ont cette responsabilité-là. Ils ont une charge mentale qui est importante aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on a une direction, une régulation, un management intermédiaire, peu importe, qui vous dit « fais du travail de qualité », mais en même temps qui vous dit va vite, mais va vite parce qu'il faut enchaîner les missions, il faut transporter. Si tu es en retard sur le premier patient, le deuxième, tu vas être en retard, etc. Et puis, il y a cette confrontation physique avec les gens. Vous êtes ambulancier et ceux qui sont pris à partie, alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont à la régulation ne sont pas pris à partie et que la direction n'est pas pris à partie parce que chacun en prend pour son grade, mais quand vous êtes physiquement là, eh bien, le patient qui a attendu longtemps ou le soignant qui vous voit arriver va s'en prendre à vous si vous êtes en retard. Et en plus, il y a un dernier élément, et celui-là, il est assez fort encore en termes de reconnaissance, et ça rejoint encore l'idée qu'on est ambulancier, mais on est un professionnel de santé. Eh bien, le milieu des soignants ne vous reconnaît pas. Vous êtes un brancardier, vous êtes un transporteur, on va vous opposer que ce n'est pas la peine de vous expliquer ce qu'a le patient parce que de fait, vous n'y comprendrez rien. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le courrier ou on ne va pas vous communiquer les informations nécessaires. Et tout ça, toutes ces rebuffades, elles font qu'à la fin, quand vous mettez les choses les unes en face des autres et en perspective, avec en plus une rémunération qui est quand même pas très élevée, et surtout pour les niveaux 1 qui sont au SMIC, et le niveau 3 avec les effets, on y reviendra avec les accords sociaux, donc je n'interviens pas sur le sujet, mais on voit très bien que quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous posez nécessairement des questions, et aujourd'hui on en parlait avant notre table ronde, eh bien vous quittez l'entreprise pour aller vers un métier qui va peut-être avoir moins de sens en tant que tel, être moins gratifiant parce que notre métier a du sens, mais qui va faire que vous serez chez vous à l'heure, vous aurez vos week-ends, vous serez payé moyennement, mais pas tellement moins, et vous aurez une vie à côté du travail. Et on voit très bien, c'est un vrai. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sociologique. Ça nous, c'est devant nous. Pierre-Yves, d'un mot, et puis on va prendre les questions de la salle après et les remarques. Sur quel aspect de ces conditions de travail il est pour vous le plus urgent et le plus possible d'agir pour les entrepreneurs ? Alors, bien évidemment, je souscris totalement sur ce que dit Gilles, et puis on sent que c'est un vrai passionné et qu'on est vraiment dans une crise. On est tous dans la même crise. Je pense qu'il faut impérativement qu'on change nos mentalités. Je le disais tout à l'heure, on a eu l'avant-crise, on a l'après-crise. Avant-crise, ça se passait relativement pas trop mal. On avait du turnover, on remplaçait nos personnels, sauf que la mentalité de nos personnels a changé. Et donc, il faut vraiment qu'on se réinvente et qu'on n'ait plus... alors, comment je vais essayer de dire ça gentiment ? Qu'on n'ait plus nos salariés comme... qu'on n'utilise plus nos salariés, mais qu'on se réinvente sur comment utiliser la disponibilité de nos salariés. C'est-à-dire qu'en fait, on a il faut avoir un changement de méthode. C'est plus le salarié qui est disponible pour l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui est disponible pour les temps que veut nous consacrer le salarié. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le plan de carrière. C'est-à-dire que, effectivement, quand on rentre dans le métier d'ambulancier, on a peu d'évolution de carrière. Gilles le disait tout à l'heure, on a peu d'évolution de carrière. Je commence comme auxiliaire, éventuellement je passe mon DEA, éventuellement je peux finir sur un poste de régulateur, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. L'objectif, c'est effectivement, si on veut fidéliser, si on veut recruter des jeunes publics, on a intérêt à leur mettre un plan de formation et un plan de carrière en place. C'est quoi le plan de carrière ? C'est effectivement, j'offre à mon personnel une formation initiale qui intégrerait un module de la conduite,
du passage du permis de conduire. Ça, c'est hyper important. Quand on voit le coût du permis de conduire aujourd'hui, effectivement, d'offrir la possibilité à un jeune de se faire financer par l'entreprise son permis de conduire et de donner un peu de temps au métier, c'est génial pour un jeune. Et puis effectivement, derrière, avoir un vrai plan de carrière qui permette, par le biais de la VAE ou d'autres choses, de pouvoir rentrer dans le monde de la santé par la petite porte qu'on peut considérer comme l'ambulancier aujourd'hui. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une vraie reconnaissance du métier d'ambulancier. Mais pour avoir la reconnaissance, il faut à un moment donné que le personnel de santé futur connaisse les contraintes et les conditions de travail d'un ambulancier. Et c'est vrai que cette solution-là est une bonne solution. Philippe Dole, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Oui, d'un mot, on va prendre les questions et les remarques de l'audience. Quelle prescription le docteur Dole donnerait un peu aux acteurs de la filière pour lever un peu les barrières? Alors, je ne suis pas docteur, mais vous pouvez m'appeler docteur, et quand on dit en Italie, parce que ça couvre une acception plus large. Bon, et puis,
On voit que vous avez bien connu et rencontré les acteurs du secteur, Philippe Doll. Je voudrais qu'on reparlera évidemment de ce rapport aux hospitaliers, de l'article 80 et tout ça. Est-ce qu'il y a quelques témoignages, questions dans la salle à nos intervenants? Il y a un micro qui peut se balader, vous levez la main et on prend et ou questions et ou témoignages aux uns et aux autres. Oui. Et si vous pouvez vous présenter juste avant. Bonjour, Maurice Wolf, FNMS. Je m'adresse à Pierre-Yves et à Gilles, que je connais bien. Philippe Doll disait quelque chose de très intéressant que vous avez repris, c'est que finalement, nos métiers sont en concurrence avec d'autres. Et dans ce que vient de dire Philippe Doll, certains métiers ont un peu d'avance sur nous et finalement ont su, comme tu disais, Pierre-Yves, peut-être mieux gérer ou mieux anticiper cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui effectivement pose peut-être un problème chez nous. Concrètement, quand vous observez d'autres métiers, qu'est-ce qui pourrait être notre inspiration? Parce qu'on en parle tous les jours avec Gilles dans l'entreprise. Les solutions, on les cherche, elles ne sont pas faciles, on essaie de les mettre en œuvre, elles ne sont pas faciles. Mais quel métier pourrait nous donner des nouvelles idées? Parce que finalement, ils ont pour beaucoup les mêmes problèmes que nous. Alors, on a tous les mêmes problématiques. Mais nous, on en a une de plus que non pas les autres. On a une tarification réglementée. Et ça change tout. Parce que quand j'entends l'histoire du boulanger, le boulanger a les mêmes contraintes que nous. Aujourd'hui, le débat chez les boulangers, c'est est-ce que je passe la baguette à 1,05, 1,010 ? Nous, ambulanciers, on ne peut pas dire je passe mon kilomètre à 2,30, 2,35 ou 2,40. On ne peut pas. Et c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, faire un choc d'attractivité, revaloriser les salaires dans toutes les professions, c'est faisable. Qui paye au final? C'est contribuable, c'est celui qui va consommer. Nous, le consommateur et le payeur, c'est l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, on est sur une tarification qui est fixe. Voilà. Et c'est toute la différence par rapport aux autres métiers. Donc effectivement, on peut se réinventer. On peut réfléchir sur des semaines de 4 jours, dont acte. Mais avec quel personnel? Comment on le paye? Voilà. Donc on est vraiment dans un cercle dangereux. Complément rapide de Gilles. Oui, rapidement, ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a des métiers comme la propreté. Ils ont travaillé avec l'ANACT, ils ont émis un certain nombre de préconisations sur l'organisation du travail. Ils travaillent de nuit, ils travaillent les week-ends, ils travaillent quand les bureaux sont fermés parce que de fait, ils ont des problèmes de trajet, domicile-travail, ils ont ces difficultés et ils ont émis un certain nombre de préconisations. La difficulté qu'on a, nous, et qui est supplémentaire, et on l'a très bien vu dans une enquête récente qu'on a faite auprès de nos partenaires, c'est que l'un des éléments, au dire des employeurs, je ne parle pas des salariés, là, mais les employeurs sont quand même bien au fait de ce que pensent leurs salariés, enfin, pour la plupart. L'un des freins majeurs à l'attractivité, à l'embauche, à la fidélisation, c'est le caractère imprévisible des horaires. Ça vient en premier avant les salaires. Les questions des nuits et des dimanches viennent évidemment, mais finalement, quand on est en capacité d'organiser un roulement avec une certaine prévisibilité, qui n'est pas sans arrêt remis en cause, que si on remet en cause, on demande les volontaires en premier, que peut-être on pense aux gens qui évoluent dans leur vie et qui ont des attentes au début, des capacités à faire et qui n'ont plus parce qu'ils ont une famille, essayer de faire des choses. Plus la structure est petite, plus c'est compliqué, évidemment, j'en suis parfaitement bien conscient, mais il ne faut pas croire que dans une grosse structure, c'est nécessairement plus facile de ce point de vue-là. Mais de toute façon...
les solutions, on ne les a pas. Aujourd'hui, si on les avait, on les sortirait du chapeau, on les donnerait. Donc on ne les a pas. Mais en tout cas, on a une chose certaine, c'est qu'on a l'obligation de réfléchir à des solutions. Alors, est-ce que c'est au niveau de la branche ? Je rejoins assez Pierre-Yves. Elle peut émettre peut-être un certain nombre de préconisations, des directions, mais ça doit se résoudre dans l'entreprise. Parce que la branche ne pourra pas dicter l'organisation du travail d'une entreprise. En plus, ça serait très malvenu de mon point de vue. Rapidement. Ouais, juste si je peux rajouter, il est prévu bientôt une réunion avec les partenaires sociaux dans laquelle l'ANACT va venir faire une présentation d'un travail qu'elle sera amenée à faire. Aujourd'hui, l'ANACT s'est penché vraiment sur notre dossier, sur les conditions de travail dans les entreprises de transport sanitaire, mais là encore, ils sont sur un domaine qu'ils méconnaissent totalement. Donc ils vont avoir besoin de venir faire de l'expertise en entreprise, de faire des entretiens. Et ensuite, effectivement, un vrai travail sera mis en place avec les partenaires sociaux. Autre question, autre témoignage à nos intervenants ici présents. Est-ce qu'il y a dans la salle? Je veux quand même faire une précision parce qu'on ne l'a pas évoqué et ça me paraît majeur parce que les fédérations, main dans la main, ont travaillé sur le sujet. On a évidemment des questions à moyen et long terme. C'est ce qu'on évoque parce que quand on parle de trajet professionnel, quand on parle d'évolution, quand on parle de perspective, quand on parle d'intégration. Alors l'intégration, il faut faire plus vite, mais l'accueil, etc., c'est fondamental dans une entreprise. L'adaptation au poste, le tutorat, l'accompagnement, le parrainage, enfin tout ce qu'on veut, ça, c'est des choses qu'on peut faire dans des délais rapprochés. Mais là, on est quand même face à une difficulté majeure, c'est qu'on n'arrive pas à équiper nos ambulances. Alors le terme n'est pas très joli, mais c'est bien de ça dont il s'agit. On n'a pas les gens pour mettre dans les véhicules et donc on ne fait pas les missions et donc ça pèse sur les autres et sur le chiffre d'affaires, sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc les fédérations plaident pour l'auxiliaire faisant fonction de chef de bord. On plaide pour ça, ce n'est pas une fin en soi, c'est à titre transitoire. On est bien conscient que dans la perspective de revaloriser le métier, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Mais on plaide pour ça à titre temporaire parce qu'à très court terme, on a besoin de pouvoir équiper les véhicules, de faire les urgences en parallèle. Évidemment, les faisant fonction ne feraient que du programmé. Et on attend des réponses et on les attend déjà depuis un petit moment. Alors moi, je ne suis pas en capacité de dire ce qui va être dit un peu plus tard dans notre congrès. Mais on espère avoir des réponses sur ce terrain parce que de fait, les entreprises sont dans la plus grande difficulté de ce point de vue-là. On va voir justement dans la séquence qui va enchaîner comment est-ce que la formation permet aussi de répondre, alors pas sur ces faisant fonction, mais notamment aussi autour des VAE qui sont aussi un moyen de faire monter les auxiliaires sur des postes plus ouverts. En tous les cas, je vous remercie tous les deux pour ces ouvertures et pour Philippe Doll qui était avec nous. On peut les applaudir très fort. Merci à vous deux.